BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business. Bon, nous sommes jeudi, on parle placement, on cherche les meilleures solutions pour pouvoir gérer votre épargne dans ce monde de taux bas avec notre invité. Bonjour Cédric, alors je me présente rapidement, je suis Jean-François Filiette, directeur éditorial du site Marché Gagnant qui a été créé pour éduquer les Français à investir sur les marchés financiers. Alors oui, vous posez bien le problème, déjà avec ce Covid, l'environnement très spécifique que l'on a en termes d'épargne. On parle, c'est la Banque de France, de 165 milliards. Oui, et en fait, derrière ces montants, vous avez en fait des épargnants qui se disent à l'évidence, c'est pas demain que je vais consommer cet argent, donc c'est une excellente idée de le placer. Et puis là, à ce moment-là, on affronte un problème qui est lié à l'environnement. Bon, c'est vrai que s'ils ont un peu remonté, les taux d'intérêt restent bas et ils pourraient encore le rester longtemps. Le livret à 0,5%, le fonds en euros à 1,25% moyenne, ce n'est pas très tentant. Mais rassurez-vous Cédric, il existe malgré tout des solutions pour faire fructifier votre épargne. J'ai en stock des placements qui peuvent vous rapporter, bon an mal an, en moyenne du 6-7%. Et sur des choses qui sont très simples, compréhensibles par tous. Vous êtes bien Jean-François Filiette? Pourquoi ce doute? Parce que, pardon, j'échange avec vous, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent à la télé, qui ont la couleur, on constate que la mire est déréglée comme d'habitude au niveau de la chemise. Je comprends pas. Non, c'est juste le discours. D'habitude, la chronique s'intitule un peu le coup de gueule. Pour le moment, on est plutôt à l'eau de rose, alors j'ai eu un doute. Bon, allez, continuez. Non. Pardon, on va s'arrêter parce que vous venez de mettre le doigt sur un sujet majeur. Vous avez eu un doute. Alors, peut-être à tort, mais peut-être aussi à raison. Alors parlons d'usurpation d'identité. C'est quelque chose qui se développe énormément dans notre société, mais aussi dans le monde de l'épargne. Alors je vous raconte l'histoire, mais avant j'ai une question toute simple, très grand public. Pour vous, c'est quoi un bon placement? Un bon placement, c'est un placement qui rapporte. Et un mauvais placement? C'est un placement qui perd, non? D'ailleurs, sur les pubs, il y a des avertissements. Attention, il existe un risque de perte en capital. Pardon, un placement qui baisse, c'est dans l'ordre normal des choses quand on est dans l'univers des placements à risque. Non, Cédric, le mauvais placement, c'est tout à fait autre chose. C'est, vous mettez de l'argent et tout de suite après, il n'y a plus rien. Alors évidemment, vous vous en rendez pas compte forcément de suite, mais quelle que soit la somme investie, le solde que vous récupérerez au terme se résume toujours en 4 lettres. Rien. Non, ça c'est pas un placement, c'est une arnaque. Oui, eh bien il faut le dire, les arnaques font partie du système et il faut avoir leur existence en tête. Alors hier les arnaques, on nous parlait de Bitcoin, on nous parlait de diamants. Les régulateurs ne sont pas restés les bras croisés. Et, régulièrement, vous avez par exemple l'AMF du côté des marchés financiers et la CPR du côté banque et assurance qui publient des listes noires d'établissements que l'on voit traîner mais qui n'ont pas d'agrément. Bon, il y a aussi des appels à la vigilance quand les performances paraissent trop mirifiques. Exact. Mais en fait, tout cet arsenal, il paraît aujourd'hui bien dérisoire vu le professionnalisme des arnaqueurs. Alors, vous me parlez de rémunération. Aujourd'hui, on tente de vous arnaquer en vous proposant des rémunérations de l'ordre de 5-6%. Franchement, est-ce que ce niveau paraît délirant? Il y a des SCPI aujourd'hui sur la place qui affichent de tels rendements. Donc ce point de vigilance, il continue, mais il a très clairement perdu de sa valeur. Quant aux listes noires, elles ont aussi largement perdu de leur utilité. Pourquoi? Parce que les escrocs, ils ont trouvé une parade. Ils usurpent l'identité d'acteurs ou de sociétés ou de personnes physiques existantes. Même les régulateurs sont parfois victimes d'usurpation. Bon, il va falloir que vous précisiez un petit peu votre pensée. Vous nous racontez une arnaque type? Alors type, je ne sais pas, une arnaque en tout cas, parce que type, il y a plein d'approches. Donc vous êtes épargnant, vous vous intéressez au placement, on en a plein qui nous regardent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe de base, on se dit je vais faire une recherche sur les réseaux sociaux, sur Google ou que sais-je, pour trouver des idées. Là vous allez tomber sur un site où on vous propose quelque chose qui vous appâte. On vous en dit pas trop, et donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez en savoir plus, donc vous laissez votre nom, votre prénom, votre mail et votre numéro de téléphone. A priori, tout ça paraît très anodin dans le monde du digital. Bon, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a laissé notre adresse, Eh bien, souvent on vous rappelle. Petit coup de téléphone. Et là, l'usurpation d'identité entre en jeu parce qu'on se présente au nom d'un établissement qui a pignon sur rue. On va même
très loin. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un mail avec des documents commerciaux, avec le logo de l'établissement usurpé. On va même vous proposer de vous connecter à un site qui est en fait un faux site qui plagie le site de l'établissement usurpé. Alors avant, vous savez, on avait le phishing. Bien sûr. Alors c'est pratique, on les connaissait, mais le phishing, c'était mal fait. C'était truffé de fautes d'orthographe, les logos n'étaient pas exactement les bons. Alors que je peux vous dire qu'aujourd'hui, si un escroc veut usurper mon identité, il aura une chemise de couleur et une cravate bariolée. Bon, si je comprends bien, si je fais pas de recherche sur Internet, en fait, je suis protégé. Non, le croyez pas. Cette semaine, c'est le Parisien qui nous a raconté l'histoire de l'arnaque au notaire. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est simple. Vous avez un membre de la famille qui vient de décéder, on publie un avis de décès, et puis après, peu après, il y a le téléphone qui sonne. Alors un notaire vous annonce que vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Mais pour toucher l'argent, eh ben, il va vous falloir renvoyer des papiers. Bon, c'est vrai. Pourquoi je ne serais pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie du défunt? Bien Donc, sûr. qu'est-ce que je fais? Je prends mes papiers, je donne ma carte d'identité, puis j'envoie ça. Très bien, tout se passe bien. Dans la foulée, je reçois un coup de téléphone où on me dit très bien, on a bien reçu vos papiers, tout ça c'est formidable, mais en fait, pour débloquer l'argent, il faudrait que vous versiez 5 000 ou 10 000 euros. Alors rassurez-vous, c'est de l'argent que vous allez récupérer parce que ça représente 5 à 10% de la somme dont vous êtes bénéficiaire, donc on vous demande cet argent pour débloquer l'argent. Comment ça se passe ? Le dénouement d'un contrat d'assurance vie. Mais en fait, la réalité, c'est que tant que vous n'avez jamais été confronté à la situation, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous gobez, vous envoyez l'argent et dans la foulée, il a disparu. Vous n'étiez bénéficiaire de rien, vous avez juste été arnaqué. Alors, croyez-moi, tout le monde court le risque d'être arnaqué, y compris vous, y compris moi. Bon, alors revenons à la recherche Internet, suivie d'une relance téléphonique. Alors, vous étiez intéressé à l'origine, vous aviez fait une recherche, vous avez été rassuré par les échanges, on vous a montré un site qui ressemble au site de la marque, on vous a téléphoné, donc on peut donc passer à l'étape ultime. On va donc vous demander l'argent pour pouvoir investir. Vous allez donc on a compris, le mettre dans la foulée, dans la foulée disparaît. Bon, on n'est pas là que pour raconter des histoires. Quel conseil on peut donner du coup? Alors, d'abord, je voudrais qu'on rappelle des principes chers à marché gagnant en termes de gestion patrimoniale. 1. Urgence d'agir et gestion patrimoniale ne font jamais bon ménage. Vous le savez, on aime la bourse, mais nous sommes opposés au market timing. À aucun moment, il ne faut prendre une décision patrimoniale sous la pression du temps. Pourquoi? Parce que, en fait, vous êtes systématiquement en risque, parce que quand vous avez la pression du temps, vous avez une perte de discernement. Premier point. Au passage, d'ailleurs, ça impose une autre philosophie. On gère bien quand on se dit qu'il vaut mieux rater un bon coup que de tomber dans un piège. Si le jeu, c'est toujours de faire la course au placement qui rapporte le plus, je vous le dis, la probabilité que vous vous fassiez avoir, elle est majeure. Ensuite, on ne donne pas de grands coups de barre patrimoniaux. Donc quand on rentre en relation avec un nouvel établissement, et c'est souvent le cas dans les arnaques, parce que les mecs, ils sont pas fous, ils vont pas aller taper les clients d'un établissement qu'ils connaissent déjà. Donc, on profite simplement de l'image. Donc, on ne balance pas d'un coup toute la capacité d'épargne que l'on a. Pour info, l'AMF nous dit que dans les remontées actuelles, le montant versé en moyenne par les Français, c'est aux alentours de 45 000 euros. Non, sans rire. 45 000 euros. Délirant. Bon, d'ailleurs, tous les gendarmes, ils disent, il vaut mieux, enfin les gendarmes, je parle à AMF, à CPR et autres, quand on est démarché, il faut rappeler. Alors, il faut rappeler, et surtout, pas forcément le numéro de téléphone que vous a donné l'interlocuteur, mais aller chercher l'établissement. Alors, vous savez, moi, les conseils que je donne. Chez Marché Gagnant, vous le savez, on a une règle. Pour des raisons de garantie et pour des raisons de facilité de suivi, on dit il ne faut pas avoir son épargne dans l'établissement sur lequel on gère ses opérations courantes. Parce que ça, notamment pour des raisons de garantie, puis ça facilite le suivi. On va impliquer le même principe sur ces adresses Internet. Donc, quand je fais de la prospection de cette nature, en allant sur les réseaux, en cherchant des choses et en laissant mes coordonnées, je n'utilise pas mon adresse email traditionnelle, celle que je donne dans l'espace client que j'ai avec mes établissements, mon assureur, mes banquiers traditionnels, mais je vais me faire une adresse Internet dédiée. Déjà, ça me permettra de savoir parce qu'après j'oublie, je vais faire plusieurs demandes et puis j'oublie, ça me permettra de savoir que si ça arrive sur cette adresse-là, c'est de la prospection, c'est des choses comme ça, et donc ça va un peu aiguiser ma Votre méfiance, ouais. Donc du coup, ce contre-appel téléphonique, ça vous semble une bonne idée? Alors,
la préconisation sur le téléphone, la préconisation dure, c'est on ne prend jamais au téléphone un numéro qu'on ne connaît pas. Et ça permet de voir un truc tout bête, c'est de savoir si le numéro il est prêt à laisser un message. Et ouais, parce que vous constatez que la majorité des gens qui font des fraudes, ils laissent pas de message parce qu'ils n'ont pas envie de perdre de temps. Ensuite, oui, il faut faire une recherche internet, il faut trouver le numéro de téléphone de l'établissement et pas celui qu'on vous a donné, il faut aller le chercher et là, téléphoner en disant bonjour, vous avez Gérard Lambert qui m'a téléphoné, je suis Jean-François Filiatre, est-ce que Monsieur Lambert existe bien? Oui, Monsieur Lambert, est-ce que vous m'avez bien téléphoné? Et c'est comme ça que certains ont découvert que finalement, c'était pas Gérard Lambert qui les avait appelés. Bon, une dernière recose, on est un peu pris par le temps. Alors, sur les arnaques actuelles qui ont une certaine importance en termes de montant, les escrocs ont oublié le paiement par carte bancaire qu'il faut d'ailleurs impérativement proscrire. On est passé au virement. Sur un RIB, on va être honnête, il peut y avoir plein de trucs qui sont faux et notamment le nom du titulaire. D'ailleurs, les banques ne le contrôlent pas. En revanche, sur un RIB, il y a un truc qui doit être juste, c'est le compte de la personne, qui est noté par un indicateur qu'on appelle l'IBAN. Il faut savoir que les deux... Qui commence par 2 lettres. On a les 2 lettres du code ISIN et on a les 2 lettres de l'IBAN. Les 2 premières lettres, ça correspond au pays. FR, ça veut dire France. PT, ça veut dire Portugal. DE, ça veut dire Allemagne. Et pardon, mais ce que je vais dire est absolument, totalement incorrect à l'heure de l'Europe, de la prestation de libre de service, etc. Mais aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de mieux pour se protéger des arnaques. On ne fait jamais un virement sur un compte à l'étranger. Donc si l'IBAN ne commence pas par FR, on n'y va pas. On va peut-être rater une bonne affaire, mais je m'en fous, je préfère éviter les risques, donc on n'y va pas. Jean-François Filiatre, enfin le vrai Jean-François Filiatre, pour Marché Gagnant.